Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges et qui allie désormais le tennis et le paddle, une émission programmée par Patrick Aumont. Et justement, nous allons parler de ces deux sports avec les invités que nous accueillons. Alors, honneur aux dames. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Vous êtes la directrice opérationnelle chez Paddle Wallonie-Bruxelles. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. À vos côtés, Karim Pont, référent labellisation, Visite Club, promotion du tennis, école au tennis, score et référent éthique à l'Observatoire de l'ADEPS pour la Fédération de tennis Wallonie-Bruxelles. Je n'ai rien oublié, Karim? Non, merci. Parfait, bonjour et bienvenue aussi. Alors nous aurons l'occasion de parler de vos différentes casquettes et des sujets qui en découlent. Mais exceptionnellement, je voulais commencer cette émission avec les news paddle et tennis, plus précisément l'inverse, les news tennis et paddle, avec évidemment un retour sur Roland Garros. Sorti des qualifs, Zizou Bergs a réussi une bien belle performance pour son premier match dans le tableau final de Roland Garros. Il a en effet battu Alejandro Tabilo en 4-7 et dans une ambiance de folie. Au deuxième tour, Zizou a confirmé en prenant la mesure du joueur allemand Maximilian Marterer. Et en 16e, il s'est finalement en toute logique incliné, mais en 4-7 tout de même, face au Bulgare Grigor Dimitrov. Un beau parcours également pour David Goffin. Le Liégeois a commencé son tournoi en dominant le Français, attention pour la prononciation, Giovanni Mpetshi Perricard en 5-7. Validé? Oui, oui. Très bien. Un match qui a fait parler de lui forcément dans la presse. On a eu écho de ça au vu du comportement des supporters français qui se sont davantage crus à un match de football plutôt que de tennis. Au deuxième tour, David s'est finalement incliné face au tombeur de Rafael Nadal et futur finaliste, l'Allemand Alexander Zverev, qui a lui-même perdu en finale face à Alcaraz. Alors Karim, un petit mot, un retour sur le Roland Garros de Zizou et de David? Oui, donc deux profils vraiment fort différents, avec David Goffin que l'on connaît bien, qui est né en 1990, donc qui va sur ses 34 ans, qui a vraiment beaucoup de mérite parce que voilà, il a quand même connu le gratin mondial, il a été 7e mondial, il a été en finale du Masters, il a battu Nadal, Federer, on va pas refaire tout l'historique, mais il a été aussi marqué par des blessures, il n'a pas eu de chance. Blessure à la cheville, blessure à l'œil, et malgré tout, il continue à jouer, il continue à vouloir se hisser parmi les meilleurs joueurs du monde, à vouloir chaque fois aussi faire partie des tableaux finaux dans les grands chelems. Et donc, c'est vraiment quelque chose, on ne peut avoir que du respect vis-à-vis d'un joueur pareil. Et à côté de ça, on a un beaucoup plus jeune, Zizou Bergs, qui est très démonstratif, qui a montré aussi beaucoup de choses, qui rentre dans le top 100, maintenant dans le top 80. On espère qu'il va encore gagner des places et surtout de s'y maintenir. Donc, on a vraiment deux profils différents, mais qui ont le même moteur, le moteur le plus important quand on fait du sport, quel qu'il soit. Ici, le tennis en l'occurrence, c'est le plaisir. Vraiment, on voit du plaisir, le plaisir du jeu, ce sont vraiment des joueurs. Et donc, à partir du moment où ils ont envie de jouer, ils vont continuer. On a un plus âgé qui va continuer, qui apporte encore un peu de rêve, et un plus jeune qui va, qui montre de belles choses. Un bel avenir en perspective donc. Et avant d'entamer les news paddle, Céline, je vous propose de revenir sur la streetball qui a eu lieu en même temps que Roland Garros avec cette séquence de Télésambre. Regardez. Le nouveau comité de la streetball a été gâté. Une édition 2024 pourrie par la pluie, avec au final très peu de rencontres jouées à Marcinelle. De mémoire d'organisateur, ce n'était plus arrivé depuis 1989 et les sacres de Capriati et Palmer au Tonkin. Cette année, c'est à Chapelle que le tournoi a trouvé refuge pour deux finales simultanées. Chez les garçons, c'est le Finlandais Oskari Paldanius, issu des qualifs et tombeur du Carolo Ethan Dassé, qui s'est imposé facilement devant le Turc Karahan 6-4 et 6-3. Mais tous les regards étaient tournés vers la finale jeune fille, qui opposait la jeune Tchèque Krejčíková à la brugeoise Jelin van Drom. Une victoire belge chez les filles à la street, on attendait cela depuis 1991, et une certaine Dominique Monami. J'ai lu ça, mais je ne savais pas avant la finale, mais maintenant que je sais ça, c'est aussi très cool. C'était une pression en plus? Non, pas vraiment, non. De suspense, il n'en fut pas vraiment question. Van Drom, 16 ans et tête de série numéro 2, va assumer son statut de favorite. Elle réalise le break d'entrée et ne sera jamais inquiétée. Pourtant plus puissante, Teresa Krejčíková va craquer, physiquement et nerveusement,
Déjà victorieuse en double, Van Drom file vers le doublé. Je suis super contente d'avoir gagné ce titre en simple et hier en double. Je me sens très bien sur le court et j'ai joué agressif et c'est pourquoi je pense que j'ai gagné les titres et je suis super heureux. Comment s'est passée la semaine? Malgré la pluie, la semaine était super. Ici à la streetball, l'organisation était super et je suis super contente de gagner ce titre en Belgique. C'est la première fois. C'est sur un double 6-1 que Jelyn Van Drom inscrit son nom au palmarès de la Street 2024. C'est seulement la 9e fois qu'un Belge s'y impose, entre Boileau dans les années 70 et Canigna en 2012. Mais le nom de Van Drom est certainement à retenir. Je vais faire mon mieux de combiner mes études avec mon sport et oui, ja, wat moet ik nog? Le but, c'est quand même de faire du tennis votre métier? Oui, ça c'est mon droom. Rêve. Direction désormais Roland-Garros Junior pour la lauréate, déjà présente également sur le circuit WTA. Merci à Télésambre donc pour ces belles images et la joueuse Van Drom, on le rappelle, qui a été en quart de finale en simple à Roland-Garros. Bravo à elle encore. Passons à présent, Céline, aux news paddle avec le Moco Paddle Project qui a vibré tout au long du premier week-end de juin. Donc on a eu le samedi les finales pour les dames et Open et le lendemain ils ont laissé la place aux jeunes. On peut dire que le succès et la bonne humeur étaient au rendez-vous? Exactement, oui, c'était deux chouettes événements. Donc le samedi, c'était les finales, comme vous l'avez dit, dames et Open. Donc les équipes qui ont pu arriver jusque-là se sont toutes retrouvées au Moco Paddle Project à Floreffe, dans une ambiance très conviviale, mais avec malgré tout, on le sentait, l'envie de pouvoir acquérir le titre, évidemment. Voilà, donc c'était une très chouette journée pour nous, pour toutes les équipes et pour le club aussi. Et alors le dimanche, c'était la première fois qu'on organisait les interclubs jeunes. C'était aussi un beau succès avec 8 équipes inscrites dans 2 catégories, U14 et U16. Et à peu près une quarantaine d'enfants participants donc, qui étaient très enthousiastes. Et donc voilà, pour nous aussi, c'était chouette de les voir. Le niveau était là. Et donc on espère pouvoir remettre le couvert et réorganiser ce genre d'événements dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Très bien, mais justement, on aura l'occasion de revenir sur l'actualité du paddle et du tennis. Mais tout d'abord, j'aimerais parler avec vous labellisation des clubs. Alors, au niveau du tennis, vous connaissez bien ça, Karim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste-t-elle cette labellisation pour les clubs ? Oui, donc moi quand j'étais engagé il y a 4 ans et demi, 5 ans par la fédération à titre indépendant, donc ça a été un de mes premiers chevals de bataille, la labellisation. Il fallait vraiment remettre du sens au niveau de la forme, au niveau du fond. Il y avait un gros travail qui avait déjà été fait en aval et donc on a vraiment retravaillé sur le principe des étoiles, le principe des critères, etc. Et donc les clubs peuvent avoir de 1 à 15 étoiles avec 3 labels et ça a très bien fonctionné grâce à ce système qu'on a proposé à l'ADEPS. On est devenu fédération pilote et depuis plus de 3 ans maintenant, ça permet aux clubs de bénéficier de bourses qui ne sont vraiment pas négligeables et donc d'avoir un retour financier grâce justement au travail de qualité effectué dans les clubs et dans les écoles de tennis. À qui est-elle destinée exactement et comment finalement on peut entrer son dossier ? Alors c'est destiné à tous les clubs qui sont membres de la Fédération Tennis Wallonie-Bruxelles, petits, moyens, grandes structures, peu importe, à partir du moment où les clubs sont affiliés. C'est facile de rentrer son dossier via le web club à n'importe quel moment. On clôture chaque année le 31 octobre et après cela, on valide ou pas. En général, les dossiers sont souvent validés. C'est assez simple de remplir les critères via le web club. Donc c'est d'abord un responsable sportif, en général c'est le responsable de l'école de tennis, qui doit faire valider par un manager du club, un administrateur, et puis la fédération valide par la suite le dossier. Donc tous les clubs peuvent le faire, et les écoles de tennis de club. Vous me parlez de critères justement, ces critères j'imagine qu'ils évoluent en fonction de la réalité du terrain ? Oui, tout à fait. Donc, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Et par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais les ETIAS Girls Tennis Days, on va les faire rentrer dans les critères. Avoir un référent éthique aussi, le programme Score. Les clubs aussi qui font un gros travail de qualité, qui inscrivent des équipes d'interclub en Ligue, en Division 1. C'est très important. On est sur un label de qualité. Donc, le travail vraiment qualitatif des écoles qui inscrivent des bonnes équipes d'interclub, qui réalisent des stages de compétition, des suivis de compétition. C'est vers ça vraiment qu'on essaie d'aller pour avoir une qualité
qualité de travail de plus en plus importante et aussi des clubs qui organisent des tournois d'hiver. On va devoir valoriser ça à l'avenir. Et justement, ces clubs, parlons-en, quels sont concrètement les avantages pour eux d'avoir ce label? Il y a des avantages directs et indirects, je vais dire, des avantages plutôt indirects où qui ne se voient peut-être pas toujours, mais quand il y a des formations continues, par exemple, les clubs qui sont labellisés ont un pourcentage sur les inscriptions, ils payent moins cher. Et alors, le gros avantage ici, c'est depuis 3 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les bourses de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont octroyées aux clubs labellisés et qui permettent justement aux clubs de pouvoir bénéficier d'argent direct et de pouvoir l'utiliser pour réaliser leurs actions. En fonction. Donc là, voilà. Cette labellisation, Céline, par contre, par rapport au paddle, elle est un peu plus récente. Oui, tout à fait. Donc en 2024, c'est la première année où les clubs pourront rentrer un dossier de labellisation pour le paddle. Ils vont recevoir les critères et toutes les infos dans les prochaines semaines et pourront, comme Karim l'a dit, fin octobre, rentrer leur dossier. Voilà, on s'est servi effectivement de l'expérience du tennis et de tout ce que Karim vient d'expliquer, en tenant compte aussi des spécificités paddle pour définir des labels et aussi des critères pour pouvoir obtenir ces différents labels et un certain nombre d'étoiles aussi dans chaque label. Très bien, dans tous les cas, pour rentrer votre dossier, toutes les informations sont sur le site de la Fédération. Alors on l'a compris, hein, l'importance de cette labellisation. Il y a aussi un autre point qui vous est cher de part et d'autre, c'est cette promotion du paddle, mais également du tennis féminin. Au niveau du paddle, qu'est-ce qu'on observe finalement? Est-ce que beaucoup de femmes y jouent? Oui, on remarque dans les clubs qu'il y a beaucoup de dames qui pratiquent le paddle, mais plutôt en mode loisir. Donc on ne sait pas vraiment quantifier ces filles qui jouent beaucoup au paddle en mode loisir, mais par contre au niveau de l'affiliation, donc des filles qui jouent en compétition interclub et ou tournoi, il y a seulement 18% de dames. Voilà, donc c'est un peu peu. On va essayer de mettre en place des actions pour pouvoir promouvoir et le paddle pour toutes et le fait d'encourager les dames à franchir le cap entre guillemets de la compétition. Au niveau du tennis, c'est également la compétition, Karim, qui freine ces joueuses? La compétition, peut-être les mots interclub, tournois qui peuvent peut-être faire un petit peu peur, peut-être aux dames, aux jeunes filles. Les mots, voilà, qui peuvent, on s'identifie à Roland Garros, ou alors que c'est pas du tout ça. La fédération fait un gros travail justement pour permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver. Chez les jeunes filles, il y a des grades 3. Chez les dames en interclub ETIAS, il y a des dames division 7. Dans les tournois, il y a des dames division 5. Donc, il faut vraiment dédramatiser et le grand public doit vraiment savoir que on peut jouer à tous les âges, à tous les niveaux, et à partir du moment où on sait renvoyer une balle et échanger, on peut vraiment trouver beaucoup de plaisir. Et la compétition officielle est vraiment, pour les clubs, un facteur de fidélisation très important. Et pour les joueuses et les joueurs aussi, un facteur de sociabilisation énorme. Donc sur toutes les valeurs que le tennis peut apporter ici en l'occurrence. Oui, le maître mot, vous l'avez dit, c'est vraiment ce plaisir de prendre plaisir en jouant. Vous mettez aussi beaucoup d'actions en œuvre. Je pense notamment aux ambassadrices. Un petit mot là-dessus? Oui, les ambassadrices. Donc là, ça fait déjà quelques années que le projet continue et il y a une quarantaine d'ambassadrices maintenant qui représentent leur club dans les 4 régions francophones et elles ont surtout un rôle d'information. Voilà, on organise des choses avec elles, on organise des workshops. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange sur ce qui se passe dans la réalité, sur ce que les clubs vivent et les différents éléments à mettre en place et aussi leur rôle d'informatrice pour informer justement les membres, les clubs de ce que publier, de ce que la Fédération Tennis Wallonie-Bruxelles met en place pour les jeunes filles et pour les dames. Vous nous le disiez tout à l'heure, il y a également les ETIAS Girls Tennis Days. Est-ce que c'est correct de dire justement qu'ils sont là pour relancer finalement le tennis féminin francophone? Alors relancer le tennis féminin francophone, je n'irai pas jusque-là. Là, je pense que c'est vraiment un gros travail des clubs si on veut parler du niveau, d'augmenter le niveau. Par contre, c'est vrai que les ETIAS Girls Tennis Days, on a mis ça en place l'année passée de manière concrète. Ça a vraiment bien fonctionné. Il y a 15 clubs qui ont vraiment joué le jeu. Plus ou moins 250 filles ont participé dans les clubs, donc le club peut organiser une animation. Le club me renvoie les coordonnées à la fédération et à partir du moment où on a toutes les coordonnées des filles, on les contacte et on organise une grosse journée francophone offerte pour les joueuses. Cette année, ce sera au Tennis Club La Bruyère le 6 octobre, le dimanche 6 octobre. Et les filles vont jouer entre elles. Ça leur permet justement peut-être de faire une activité en plus. C'est un incitant et on s'est rendu compte que parfois des petites choses comme ça pouvaient amener des filles à continuer l'activité qu'elles auraient peut-être arrêtée à un moment donné.
année. Et on a eu des retours très positifs des clubs qui avaient déjà participé l'année passée, qui nous ont signalé que grâce à cette action-là, ils avaient inscrit 1 ou 2 équipes d'interclubs en plus alors qu'ils ne l'auraient pas fait. Et le but, il est vraiment là. Donc on espère, on va continuer à travailler là-dessus. Et donc je pense que c'est vraiment très positif pour les clubs et pour les jeunes filles. Très bien, alors... De 9 à 16 ans, voilà. Et ce sont des filles qui ne sont pas encore vraiment dans la grande compétition, qui hésitent. Et donc, le but, c'est vraiment de faire des groupes avec lesquels les filles peuvent jouer entre elles. Et donc voilà. Un moment où les décisions se prennent à cet âge, notamment, on le note. Alors, on n'oublie pas notamment les doubles dames et Ethias, où nous retrouverons du paddle, Céline. Oui, effectivement. Donc, depuis l'année passée, le paddle s'est greffé à l'événement tennis des doubles dames Ethias, dans le sens où l'événement a été organisé au Tennis et Paddle Club de Géronsard, qui s'est doté de terrains de paddle. Donc la Fédé en a profité pour ajouter le paddle à l'événement et faire un bel événement de promotion tennis et paddle féminin. Voilà. Et on sera présent aussi du coup avec le paddle à l'événement des doubles dames Ethias tennis et paddle cette année à Oui au mois de septembre. Oui, c'est ça. Pour les dames qui nous regardent, justement, on peut s'y inscrire jusqu'à fin juillet. Je ne me trompe pas, Karim? Jusqu'au 28 juillet, il faut envoyer un mail à Paul-Patrick Brabant. Donc, il y a 2 manières de se qualifier pour le week-end, donc des 7 et 8 septembre au Racket Arena de Oui. Donc, une manière un peu plus traditionnelle de passer par les compétitions officielles, les tournois officiels avec les 4 catégories. Et une autre manière maintenant, qui est nouvelle, c'est de pouvoir passer par une action organisée par le club. Et donc, il faut que le club fasse la demande avant le 28 juillet pour pouvoir qualifier une ou l'autre joueuse de son club. Donc une petite croix au calendrier pour ne pas oublier cette démarche. Merci Karim. Au-delà de cet événement, Céline, vous faites également la promotion du paddle féminin via un groupe de travail. Oui, on a créé en 2022 un groupe de travail qui est composé de 8 joueuses, je pense, issues de différents clubs et de différents niveaux. Et donc l'idée, c'est de les réunir 1 ou 2 fois par an pour partager avec elles, échanger au sujet justement de la promotion du paddle féminin, avoir un peu les retours du terrain, les ressentis dans les clubs qu'on n'a pas toujours forcément dans nos bureaux à la fédération. Donc on peut échanger avec les dames et essayer de mettre en place des actions pour répondre aux différentes attentes et développer la promotion du paddle chez les dames. Par rapport à ça, il y aura également des tournois uniquement consacrés en femmes, donc Only Ladies, comme on dit. Je travaille mon anglais aujourd'hui, vous le voyez. Oui, donc on avait eu l'idée, justement, par ce groupe de travail-là, de mettre en place des tournois Only Ladies. Et là, c'est déjà en place certains clubs proactivement ou sur base d'une suggestion venant de notre part organisent des tournois avec que des catégories dames. Voilà, c'est peut-être un incitant pour les filles de s'inscrire. Voilà, il n'y aura que des filles durant la semaine ou le week-end du tournoi. Et alors, il y a une offre pour chacune, évidemment, puisqu'alors plusieurs catégories sont organisées avec une offre répondant à la demande de presque toutes les joueuses en fonction de leur niveau, quoi. Ok, très bien. Donc on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais ces sports véhiculent aussi de belles valeurs. On parle de fair play, d'humilité, de confiance en soi. C'est évidemment le fondement même du programme SCORE, dont l'acronyme justement se base sur 5 piliers. Karim, vous nous expliquez? Dans les grandes lignes, donc dans les grandes lettres, le S de SCORE, donc S social, C comportement, O ouverture, R je sais que le E c'est environnement et R c'est respect, voilà. Respect, voilà. Qui ressemble, voilà, avec le comportement, il y a parfois. Et donc c'est vrai que le programme, on l'a mis en place déjà depuis quelques temps et c'est très important. Vous avez insisté justement sur les valeurs, du tennis et par différentes actions. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, il y a des jeux éthiques, on va peut-être en parler tout à l'heure, le recyclage des balles, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et de manière pratique et pragmatique. On aide les clubs et la fédération doit vraiment pouvoir avoir un rôle à jouer là-dedans. Et justement, oui, vous en parlez, le recyclage des balles en collaboration avec KeyTrade Bank. Au niveau du paddle, vous pouvez nous expliquer un petit peu à partir de quand ces bornes vont être installées dans les clubs? Oui, donc grâce à notre partenaire KeyTrade Bank, un projet a été mis en place en 2024, ça s'appelle Second Serve, pour le recyclage des balles. Et donc l'idée est de se rendre dans les clubs pour pouvoir collecter les balles et ensuite les recycler. Évidemment, il y a une quantité impressionnante de balles qui est présente dans les clubs. Donc les clubs, ça leur permet de se désengorger de toutes ces balles. Et puis l'idée, à terme, d'avoir un objectif écologique de recyclage. Voilà, pour répondre à votre question, les bacs ont été installés les premiers cette semaine dans les clubs. Il y en aura encore qui seront installés la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a une trentaine de clubs qui seront équipés avec des bacs. Et l'idée, à terme, c'est de pouvoir équiper tous les clubs.
Et où termineront ces balles, justement? À quoi vont-elles servir à la suite? Oui, l'idée, c'est de pouvoir recycler les balles en restant dans le domaine du sport et, si possible, du paddle. Maintenant, aucune solution n'a encore été trouvée à ce niveau-là. Et donc, pour l'instant, les balles sont recyclées et transformées en matériel d'insonorisation pour les coachs étudiants. D'accord, très bien. Alors justement, on va revenir ici au tennis par rapport à celles et ceux qui nous regardent mais qui ne connaissent pas les jeux éthiques dont vous nous parliez il y a quelques instants. Qu'est-ce que c'est? Donc c'était pour répondre à un appel à projet de l'ADEPS pour la beauté du sport. C'était le nom de l'appel à projet. Et donc on a proposé des jeux éthiques notamment qui ont très bien fonctionné, qu'on utilise soit dans des journées de promotion du tennis à l'école. Les enfants qui viennent faire une journée de découverte font du tennis et on propose des jeux éthiques, des jeux imagés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens qui veulent le faire, les écoles de tennis ou les clubs qui veulent le faire peuvent télécharger les jeux sur le site. On laisse un peu de suspense. Voilà. Hein. Et donc, ça a très bien fonctionné parce que c'est vrai qu'on parle toujours du fair play, des valeurs, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Et par les jeux, bien, les instituteurs, les institutrices souvent font les jeux en classe et par la suite continuent l'activité tennis parce qu'ils voient un lien à faire. Et idem pour les écoles de tennis, plutôt que de laisser les enfants jouer sur leur GSM ou leur tablette sur le temps de midi et ne peut-être pas partager certaines choses, mais le fait de réaliser des jeux éthiques, on fait un lien, on a un petit peu théorisé le tennis, on comprend mieux les choses et les parents aussi voient aussi un intérêt justement sur les vraies valeurs du sport, sur le fair play, sur les belles images, sur le fait qu'on doit essayer d'être autonome très tôt, de prendre des décisions seul et de pouvoir les assumer par la suite, le respect de l'autre, le respect de soi-même. Et des valeurs tout aussi importantes sur le terrain, mais également en dehors. Pour la vie, voilà, il y a un jeu qui fonctionne très bien. Le jeu numéro 6, c'est chaque fois mettre en corrélation l'image tennis et l'image de vie pour le futur. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, on fait vraiment un lien concret sur toutes ces valeurs-là. Je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est intéressant parce que là, on voit vraiment l'aspect fair play qui ressort. Et ce n'est pas uniquement on respecte l'autre et on serre la main après le match. Non, il y a plein d'autres choses. Beaucoup de choses. Et c'est vraiment une belle école de vie. Le match de tennis, c'est vraiment une école de vie. Voilà, sur ces jolies paroles, justement, j'ai envie de vous demander aussi, les référents éthiques, comment sont-ils sélectionnés et qui sont-ils? Alors, les référents éthiques, ils sont sélectionnés en fait, l'ADEPS a mis ça sur le tapis. En fait, toutes les fédérations sportives ont un référent éthique. Moi, je suis référent éthique pour le tennis. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir dans chaque club un référent ou une référente éthique qui aura plusieurs missions. La première mission, la plus importante, c'est d'informer le grand public sur les différentes campagnes. Par exemple, une campagne contre l'alcool au volant, une campagne contre le harcèlement dans les clubs, contre les violences qui pourraient intervenir. On est encore dans le tennis, ça va encore, mais le peu de choses qui pourraient survenir, c'est important de pouvoir trouver des solutions, donc de l'information, de la prévention et donc on va essayer vraiment que chaque club ait son référent éthique et notamment pour remplir le dossier de labellisation aussi, ce sera important de signaler le référent éthique, comme ça on a une personne qui est vraiment là pour faire le lien entre la vie de club et la fédération. Justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport aux ambassadrices dont vous nous parliez tout à l'heure ? Oui, parfois il y a des ambassadrices qui prennent le rôle de référente éthique. Il y a plusieurs clubs qui ont réagi dans ce sens-là, donc ce sont parfois des dames et c'est très bien comme ça. Alors il y a également de nombreux appels à projets via ce programme SCORE. Je sais qu'ils vous tiennent à cœur, lesquels vous voudriez mettre en évidence, lesquels vous semblent importants, vous qui avez longuement écrit aussi sur la pédagogie du tennis. Il y a un appel à projet, c'était le sport en milieu carcéral. Et donc là, c'est vrai que ça sort un peu du cadre, mais c'est vrai que c'était intéressant. Ça rentre dans SCORE, évidemment, où là, je vais aller animer pendant plusieurs journées à l'IPPJ de Saint-Servais des jeunes filles qui, pour un peu de le sortir de leur quotidien et montrer que le sport peut vraiment aider pour la réinsertion sociale. Ça, c'était un premier appel à projet. Et un deuxième appel à projet qu'on vient de remporter ici, c'est le sport à l'école, donc le tennis à l'école. Et donc, il y avait un syllabus qu'on va faire parvenir aux enseignants. Il y a 8 écoles qui ont été sélectionnées. Et les enseignants, les profs d'éducation physique vont pouvoir utiliser un syllabus avec plein de jeux. Chaque classe primaire va pouvoir utiliser les jeux de la première à la 6e primaire avec 6 leçons, donc il y a 36 jeux, plus toutes les variantes. Et à côté de ça, le kit pédagogique est aussi conçu avec du matériel qui va être fourni gratuitement pour les écoles. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi parce qu'on va vraiment toucher les écoles
écoles primaires. Et le but, c'est vraiment d'étoffer ça aussi à d'autres écoles. Et dans les 8 écoles primaires, il y a une école justement qui est sur l'enseignement spécialisé. Okay. Et donc c'est pour montrer aussi que le tennis peut vraiment subvenir à ces besoins-là aussi. Très bien. Pour en revenir au paddle, Céline, les classements vont prochainement sortir, le 2 juillet, si je ne m'abuse. Oui. Et justement, à ce niveau-là, il y a un nouveau classement féminin. Oui, donc les classements sortent effectivement le 2 juillet, avec un nouveau classement chez les dames, P400. Voilà, il a été mis en place en cohérence avec ce qui est fait en Flandre au niveau de Paddle Vlaanderen, mais aussi pour répondre à la réalité du terrain. Voilà, il y avait des très bonnes joueuses qui étaient classées 300, des 500 qui étaient un peu limite très bonnes 300, petites 500, et donc finalement on a décidé de créer le classement 400. Voilà, en espérant que ça puisse mieux répondre à la réalité du terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau réel des joueuses qui jouent en compétition. Très bien, alors on arrive tout doucement à la fin de cette émission, et oui, déjà, mais comme promis, on va passer à l'actu tennis et paddle des semaines à suivre, parce qu'au niveau paddle, ça va être chargé, hein. Oui, on a plusieurs événements internationaux qui sont en cours ou qui arrivent. Donc cette semaine, il y a justement un tournoi FIP promotion au BATD à la Cure. Donc j'invite tous les amateurs de paddle à s'y rendre. Ce samedi, c'est les demi-finales et les finales avec plusieurs joueurs des équipes nationales belges, aussi bien au niveau des filles que des garçons. Donc que les amateurs de paddle n'hésitent pas à s'y rendre. Durant le mois de juillet, il y a aussi 2 événements internationaux des tournois FIP en Flandre, et il y en a un en fin juillet également en Fédération Wallonie-Bruxelles au Tennis et Paddle Club de Caen pour les jeunes. Donc c'est aussi un chouette événement de promotion pour les jeunes. Et au niveau de Paddle Wallonie-Bruxelles, on a les interclubs mixtes et vétérans qui arrivent. Ça commence le week-end du 23 août. Si je ne me trompe pas, et on vient de sortir le règlement et les catégories. Donc toutes les infos sont disponibles sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et pour terminer, en fin d'année, on aura les masters qui récompenseront les meilleurs joueurs de chaque catégorie. Une actualité bien remplie donc pour le paddle, et un agenda bien rempli également côté tennis. Oui, je ne vais pas citer tous les tournois et les interclubs qui sont là depuis des années mis en place. Souligner le fait qu'il y a l'AT Open donc pour le tennis en chaise mi-août, et plein d'autres tournois, plein d'autres dates qui sont importantes. Mais là, j'invite tout le monde à aller sur le site Tennis Wallonie-Bruxelles pour aller prendre toutes les informations. Toutes ces informations, tout à fait. Alors, le tennis belge a également rendez-vous au Royal Leopold Club, qui accueillera la première édition du Liveram Brussels Open à 25 000 $, soutenu par le partenaire BNP Paribas Fortis. Un club que Jack Loger connaît bien, puisque Patrick Aumont, qui l'a d'ailleurs rencontré il y a quelques temps, lors du 25 000 de Duffel, qui se termine actuellement. Je vous propose une séquence. Alors Jack, on est ici à Duffel, à 25 000 $. Une très belle victoire contre votre ami Emilien Devanet. La semaine prochaine, c'est un autre 25 000 $. Ces tournois en Belgique, c'est hyper important pour des joueurs de votre niveau. Ouais, c'est une très belle occasion de jouer contre des très bons joueurs. C'est des beaux tournois dans des beaux endroits près de chez nous, donc c'est plus facile pour nous d'y accéder. Donc c'est vraiment une chouette opportunité, et il n'y a que des bons matchs, donc c'est vraiment très bien. Alors pour vous, c'est une cerise sur le gâteau. Le Liveram Brussels Open, c'est au Léopold, au Royal Leopold Club, un club mythique et un club que vous connaissez bien. Ah ouais, je connais très bien, c'est mon club. Donc honnêtement, c'est incroyable de pouvoir faire un tournoi de ce niveau-là dans un endroit pareil. Donc c'est que du bonheur, et j'espère que je jouerai bien et que d'aller le plus loin possible pour mes potes et ma famille qui viendra me voir. Un petit clin d'œil, c'est votre papa qui est la cheville ouvrière du Liveram Brussels Open. C'est sympa, non? Ouais, c'est sympa, merci papa d'avoir organisé un tournoi pareil. Mais c'est incroyable. Honnêtement, j'ai hâte de jouer ce tournoi. Ça va être vraiment du bonheur. Comme à Duffel, de nombreux joueurs belges seront présents, comme Raphaël Collignon, Emilien Devanet, qui était d'ailleurs à votre place il y a quelques semaines, justement, dans la dernière émission que je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube Service Gagnant, et également celui que nous venons d'entendre au micro de Patrick Aumont, Jack Loger. Alors, petit clin d'œil notamment à Raphaël Collignon, qui a d'ailleurs réussi un excellent résultat au Challenger de Lyon, où il a atteint les demi-finales, non sans avoir pris la mesure du 105e joueur mondial. Bravo Raphaël. Dernière nouvelle, plus triste celle-là. Nous avons appris malheureusement le décès cette semaine d'une légende du tennis, multiple championne de Belgique, quart de finaliste à Roland-Garros. C'est Christiane Mercelis qui a marqué l'histoire de notre sport et qui nous a quittés à l'âge de
93 ans. Nous sommes évidemment en pensée avec ses proches. Voilà qui conclut donc le 3e épisode de Service gagnant au pluriel. Merci Céline et Karim d'avoir répondu présent avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux médias de proximité d'assurer le bon déroulement de cette émission. Merci à TDMB et à ses équipes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour un service gagnant qui sera cette fois-ci consacré aux Jeux Olympiques et où j'aurai l'immense honneur et privilège d'accueillir Dominique Monami, médaillée de bronze à Sydney, aux côtés d'Else Callens. Cela, franchement, me donne envie d'y être et cela promet de beaux échanges. Merci à tous de toujours être fidèles au rendez-vous. Un très beau week-end et à bientôt.